Alors les Squeezos, on vient chercher sa petite histoire, on vient chercher son petit père castor, son petit moment de réconfort. Vous êtes au bon endroit. Vous le savez, je suis passionné par des histoires de gens culottés. Des mecs qui s'en battent les couilles. On avait donc vu ensemble l'histoire de John McAfee qui d'ailleurs est mort quelques semaines après ma vidéo. J'y suis pour rien. Rangez tout de suite vos pistolets les keufs. On avait aussi vu l'histoire de Sealand où un mec avait décidé qu'une plateforme lui appartenait et allait même être maintenant un pays. Vous avez probablement tous vu passer des vidéos ou des documentaires sur des narcotrafiquants. Le plus connu d'entre tous étant Pablo Escobar. Et ben sachez que si Pablo Escobar et son cartel, le cartel de Medellín, sont devenus aussi puissants, c'est grâce à un mec qui lui est beaucoup moins connu. Carlos Leder. Le plus fou, c'est qu'il est aujourd'hui encore vivant et en liberté. Alors que c'est grâce à lui si au début des années 80, la drogue aux États-Unis, c'est parti en couille. J'idolâtre pas du tout ces gens, juste je suis fasciné par des humains qui en ont rien à foutre des règles et qui ont un culot pas possible. Simplement, j'aime bien savoir ce qui les a amenés à devenir comme ça, à faire ces choses-là. Et Carlos Leder n'échappe pas à la règle. Avant de vous raconter son histoire, place à un petit hashtag. Le petit truc magique et tout là, c'est pour faire passer le hashtag. J'adore les fêtes foraines. Il faut évacuer le parc, il y a une attaque de zombies. Raconte pas ta vie. Je suis un zombie. Trop stylé, c'est comme ceux dans State of Survival. Je sais pas. Peut-être. Mais si ce jeu de survie là, Je m'en tape. tu as tort, car en ce moment ils fêtent leurs 2 ans, donc ils font un gros événement avec plein de cadeaux et des héros légendaires, qui sont totalement gratuits pour une durée limitée. Comme moi par exemple. Je sais pas qui t'es. T'as jamais vu Walking Dead? Ça craint. Tu as oublié de préciser qu'en plus, il y a un giveaway du kit de survie ultime jusqu'à la fin de l'événement qui inclut une véritable Lamborghini Huracan. Mais toi aussi tu fais le placement de produits? Non, moi je bosse ici. Et c'est parti, accrochez bien vos ceintures. Ok, bref, pour participer au jeu il faut t'inscrire, inviter d'autres personnes à télécharger le jeu pour compléter quelques missions faciles et après tenter le concours. Et c'est gratuit pour participer. Ça dure longtemps? Du 1er septembre au 31 octobre. Je parlais de ton exposé. Ah non, ça c'est bon, j'ai fini. Super, je peux te bouffer ma Tu trouveras mon lien en description. N'oublie pas qu'il y a une véritable voiture à la clé. Ah bah sympa. Tu veux faire un tour de manège? Vas-y. Quelle est l'enfance de Carlos Leder? Alors on pourrait penser qu'il a eu une enfance assez dingue pour devenir l'un des plus gros narcotrafiquants des années 80. Pas du tout, il a eu une enfance totalement cool. Faut savoir que son père est un ingénieur allemand qui réussit plutôt bien dans les affaires, à tel point que du coup il devient expatrié en Colombie. Et là-bas il bosse pour des immeubles très huppés du pays, dans lesquels il fait installer, s'il vous plaît, les tout premiers ascenseurs. Beau gosse. Et donc la famille Leder gagne énormément d'argent. À tel point qu'en plus de leur activité ascensoresque, ils vont ouvrir une taverne, des entreprises dans la production d'huile végétale et des entreprises dans l'importation de produits de luxe. Bref, jusque-là, sa famille, c'est une petite success story et on est loin du cliché de l'enfant des rues qui a grandi au milieu de la délinquance. Pas du tout. Il y a quand même un petit problème, c'est que le père de Carlos Leder est un énorme nazi. Voilà. Il grandit donc dans une ambiance un peu chelou au sein d'une famille plutôt aisée, mais qui a quand même un passif assez vénère. Qu'est-ce qui se passe quand Carlos a 15 ans? Parce que plein d'entre nous ont vécu. Ses parents divorcent et c'est sa mère qui obtient sa garde. Étonnant, n'est-ce pas? Comment ça, on le confie pas entre les mains d'un nazi? À partir de là, sa mère veut le mieux pour lui et elle veut pas qu'il ait de mauvaise fréquentation en Colombie. Du coup, elle va emménager avec lui à New York. Sur place, Carlos a une vocation, c'est d'être médecin. Pour ça, il va mener à bien ses études, il est plutôt brillant à l'école, et il va même pendant son cursus sauver des vies. Tout est faux. Tout. En arrivant à New York, il cherche un peu quoi faire et il se met d'accord sur une stratégie qui consiste à voler des caisses. Voler des caisses pour les revendre au Canada et au cas où ça fait pas assez d'argent à côté, on va dealer un peu de drogue. Le rêve américain là, il est mort. Alors évidemment, ses ambitions et ce plan de carrière très solide l'emmènent tout droit à un endroit évident, la prison, dans laquelle il va faire une rencontre décisive pour le reste de sa vie, malheureusement, celle de George Jung. George Jung, c'est un trafiquant de cannabis, mais un trafiquant qui a de l'expérience. Il connaît très bien les rouages de ce game. À tel point que George, il a créé une manière de faire passer de la drogue à travers la frontière américaine. Il suffit de faire voler des avions de tourisme depuis le Mexique sous les radars américains et de les poser à l'arrache dans des petits aérodromes. Apparemment, ça passe parce qu'il y aurait tellement de trafic aérien qu'il est impossible pour les autorités de vérifier tous les appareils qui atterrissent dans tous les aérodromes. À l'époque, le seul moyen de faire passer de la drogue à une frontière, c'est d'avoir une mule, c'est-à-dire de planquer des toutes petites quantités de drogue sur des gens qui voyagent normalement. La technique de George là, c'est du haut niveau. Clairement, tu fais passer largement plus de drogue. Carlos, il va donc s'instruire. Tous les jours, il écoute George et tous les jours, il prend des notes. Quelles sont les routes à utiliser? Les techniques pour éviter les douanes? Comment on fait pour blanchir l'argent? Cette fois, il est sûr de sa vocation professionnelle. Il veut, en sortant de prison, être un énorme trafiquant de cocaïne aux États-Unis. On est en 1976, Carlos et George sortent de prison. Leur priorité, faire de la thune, mon pote. Pour ça, il commence simple. Il recrute des jeunes américaines, il leur paie des vacances tout frais payés aux Caraïbes et ils les font revenir aux US
US avec une valise remplie de cocaïne. Ils vont faire ça pas mal de fois jusqu'à obtenir leur premier $1 million. À partir de là, ils peuvent maintenant acheter un avion privé et obtenir les services d'un pilote certifié. Plus besoin de faire au cas par cas et de ramener un peu de drogue dans une valise. Là, ils ont un avion avec une soute, ils la remplissent de drogue à chaque fois, d'accord? Ils ont un plan très simple, devenir pote avec des Colombiens pour recevoir des cargaisons de drogue. L'avion part du Mexique, il arrive aux Bahamas et ensuite ils font la fameuse technique de George pour pouvoir déposer la drogue aux États-Unis, à savoir ils volent sous les radars. Ça peut pas être aussi simple, ça va foirer. Ça marche à la perfection. Ils ont de plus en plus de contacts en Colombie, ils font passer de plus en plus de drogue aux États-Unis, ils gagnent de plus en plus d'argent, à tel point qu'en Colombie, on commence pas mal à parler d'eux et qu'on va les surnommer les Cocaine Cowboys. Ils vont faire ça pendant 2 ans, mais Carlos, vous le connaissez, il a les yeux plus gros que le ventre, il veut en découdre. Et il a une nouvelle idée. Il a une réunion avec George, son associé, et il lui dit « Pourquoi on n'achète pas une île aux Bahamas ?» Parce que là, le nombre d'avions et de drogues qu'on va pouvoir faire passer, ça va être une dinguerie. Douche froide, George il trouve ça beaucoup trop risqué, et les 2 hommes vont carrément ne plus être associés et se séparent. Carlos en revient pas, il est découragé, il vient de perdre son associé et il se dit « Mais je m'en bats les couilles, je vais l'acheter mon île !» Et bienvenue à Norman's Cay, messieurs dames. Vous profiterez bien sûr de sa base nautique, de son club de yacht et de la bonne humeur des quelques résidents qui y vivent. Tout ce qui lui reste à faire, c'est donc de convaincre les retraités résidents de lui vendre leur maison. Et pour ça, Carlos, il a pensé à tout, il a un plan redoutable, il va se faire passer pour un agent immobilier sous le nom de Joe Leder. Il a même pas changé son nom, cet enfoiré. En revanche, vous connaissez les retraités. Ils sont trop bien dans leur maison, sur leur île, ils veulent pas, peu importe le prix. Face à ce problème, Carlos, grand diplomate, décide tout simplement de faire venir 20 gardes armés d'une milice privée allemande. Ils se barrent tous, sauf l'un d'entre eux. Laissez-moi vous présenter ce cher monsieur, Richard Novak. C'est un Américain passionné de biologie sous-marine et son kiff, son petit passe-temps, c'est d'aller nager avec les requins. Et autour de l'île se trouvent énormément de requins, donc pour lui c'est vraiment le paradis, c'est sa passion. Mais Carlos menace son petit coin de paradis. Du coup, Novak ne cède pas, il reste sur l'île et il va tenir tête au cartel. Et on se parle de tenir tête, genre en frontal. Par exemple, il va saboter les réservoirs d'essence des avions de Carlos qui transportent de la drogue en les remplissant de sable. À nager avec des requins, ça donne des couilles énormes. Il aurait aussi eu quelques fusillades, tout simplement, avec la milice de Carlos, dans lesquelles il aurait frôlé la mort au moins 4 fois. Mais ça sent le mytho. L'unique source de ces informations, c'est Richard lui-même. Il y a plus ou moins que lui qui est capable de confirmer ce qui est vrai ou faux là-dedans. Malgré tout, le nom de Richard Novak apparaît quand même dans des rapports officiels des autorités américaines. Et honnêtement, ce qu'ils disent à son sujet, ça reste héroïque. En gros, Novak, il aurait bel et bien refusé de quitter l'île. Par contre, il serait pas parti dans les trucs de gunfight et tout ça, il a juste fumé du crack. Il aurait à l'inverse fait profil bas, mais il aurait espionné le cartel. Il aurait donné aux autorités les immatriculations des avions qui se posaient sur l'île, il aurait expliqué un peu c'est quoi les techniques de Carlos, enfin, vraiment le gars, un informateur parfait quoi. Ces infos ont été mises entre les mains de la DEA. Pour ceux qui ont vu Breaking Bad, Narcos, etc., vous savez très bien ce que c'est la DEA. Pour les autres, bah, c'est l'administration américaine qui lutte contre la drogue et contre les mecs qui achètent des îles pour faire passer encore plus de drogue. Peu de temps après avoir donné toutes ces infos à la DEA, Novak il a du flair, hein, il est pas con, il se dit bon, là je viens de balance énormément d'informations sur des gens qui veulent ma mort. Peut-être je prends mon fils, je mets dans ma valise et je me casse. Il se rend donc à l'aérodrome pour prendre son avion et faire un aller simple aux États-Unis. Sauf qu'en arrivant sur place, qui l'attend? C'est Cacar, c'est Lolos, c'est Carlos. Et là, Carlos va faire une petite dinguerie. Il siphonne l'essence du moteur de l'avion de Novak et il le force, lui et son fils, à décoller en pleine nuit, direction les États-Unis, avec seulement quelques litres d'essence dans son réservoir. Autant vous dire qu'il peut voler 3 minutes. Novak a pas trop le choix, il décolle avec son fils et évidemment son avion va s'écraser faute de carburant. Mais les deux s'en sortent indemnes. Des histoires sombres comme ça, il y en a d'autres. Carlos, il a des pratiques narcotraficantesques. Il y aurait par exemple quelques avions de tourisme qui se seraient écrasés sur l'île et Carlos aurait donné l'ordre de laisser mourir les occupants des avions pour pas que, une fois de retour aux États-Unis, ils puissent raconter ce qu'ils ont vu sur l'île. Et ce serait pas que des légendes, puisqu'apparemment encore aujourd'hui on trouve pas mal de carcasses d'avions sur l'île, ce qui accrédite ces rumeurs. Bref, vous l'aurez compris, Carlos il veut rester pour le moment discret. Carlos passe la seconde et là en gros son île ça devient une sorte d'entrepôt Amazon gigantesque mais pour la drogue. Il fait construire des hangars pour les avions, il fait construire une tour de contrôle, des radars, des centres réfrigérés pour stocker la cocaïne et pour faire tourner tout ça il emploie à plein temps une quarantaine de personnes. Faut comprendre que là ce qu'il vient de mettre au point c'est extrêmement puissant. En seulement quelques minutes, une dizaine d'avions de tourisme peuvent être remplis de cocaïne, décollés, direction les États-Unis. Toutes les villes côtières sont inondées par la cocaïne et Norman's Cay devient du jour au lendemain une plaque tournante du narcotrafic américain. Dites-vous que le mec a tellement innové dans le milieu de la drogue que plus tard un procureur américain dira que Carlos était au marché de la drogue, ce qui était Henry Ford au monde de l'automobile. Il a vraiment révolutionné le game. Bref, tous les cartels entendent parler d'un mec incroyable qui serait capable de faire passer énormément de drogue aux États-Unis sans se faire cramer, y compris le cartel de Medellín et Pablo Escobar. Les deux hommes se rencontrent et ils s'associent. Après ce deal, on estime que chaque jour, Carlos faisait passer 300 kilos de cocaïne sur le sol américain. C'est colossal, c'est du jamais vu. Et Carlos devient milliardaire. Dites-vous qu'il fait rentrer tellement d'argent qu'il a l'insolence de proposer à son pays, la Colombie, de rembourser lui-même sa dette nationale.
C'est vous dire la richesse et le culot du mec. Bon, évidemment, la Colombie a dit casse-toi. Alors on peut se dire que vu son importance dans le trafic de drogue, Carlos c'est un mec droit, qui touche pas aux produits, qui fait les rendez-vous, qui est diplomate, un peu à l'image d'un Goose Fring dans Breaking Bad par exemple. Eh bien devinez quoi? Non! Il y a des gens qui arrivent en avion, dont plein de prostituées qui font la fête nue pendant des jours sur sa plage privée avant de comater tout le reste de la semaine. Bref, sur son île, c'est la débauche la plus totale. À ce stade, on se pose une question, qui est la question qu'on se pose à chaque fois dans ces vidéos histoires. Comment il reste impuni? Dans son cas, la réponse est simple. Cash is king. Il est pété de thunes et il arrose tout le monde en pot de vin. Il peut corrompre littéralement qui il veut aux Bahamas. Et c'est d'ailleurs une fois qu'il a compris ça qu'il a commencé à être un peu moins discret. Il a par exemple donné des interviews à des journalistes américains en disant qu'il déteste les États-Unis. Le gouvernement américain voit toutes ces interviews, voit tout ce que ce mec peut dire, et ça les fait chier. Il commence à faire de plus en plus de raids à Norman's Cay, sauf qu'à chaque fois qu'ils arrivent, aucun avion, aucune drogue, rien d'illégal sur l'île. Pourquoi? Parce que Carlos a plein d'espions partout, et parmi ces espions se trouve le premier ministre bahaméen. Premier ministre qui est payé 400 000 $ à chaque fois qu'il prévient Carlos d'un raid américain. Carlos se sent donc intouchable, ce qui fait qu'il va encore plus ouvrir sa gueule qu'avant et qu'il va même faire des trucs de provocation envers les États-Unis. Par exemple, lors de la fête d'indépendance des Bahamas, il inonde le ciel de tracts sur lesquels il y a marqué DEA Go Home, en plus d'y attacher un billet de 100 $. Il fait le malin, Carlos, mais t'inquiète pas. Aux Bahamas, personne n'ose agir contre les officiels corrompus et Carlos. Il y a quand même une fois un politicien qui a osé ouvrir sa gueule contre Carlos et le lendemain, sa maison a mystérieusement explosé. Mais ça après, ça peut être un blême de tuyau. Mais les amis, bonne nouvelle, on est en 81 et c'est finalement le début des ennuis pour Carlos. Jusque là, Carlos s'en sortait grâce à ses complicités aux Bahamas, mais pas que, c'est aussi grâce au refus de la Colombie d'extrader ses ressortissants. C'est un truc qui a sauvé beaucoup de narcotrafiquants pendant une période en tout cas, puisqu'en gros ça bloque les US sur leurs agissements face à des mecs qui nuisent à leur territoire en important des tonnes de cocaïne. Les États-Unis commencent à mettre de plus en plus la pression à la Colombie, et donc les narcotrafiquants, y compris Carlos, doivent réagir. Alors que fait Carlos? Bah il fait son petit parti politique, tout simplement. Messieurs dames, voici le Movimiento Latino Nacional. Leur revendication principale? Construire des pistes cyclables. Pas du tout, il y a un seul objectif, pas d'extradition, please. Malgré le programme un peu creux, ils vont quand même obtenir à certaines élections près de 10% des voix, ce qui est vraiment pas dégueu et ce qui est probablement lié au fait qu'à tous leurs meetings, ils arrosent les gens d'argent. La suite de l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire de Pablo Escobar, vous la connaissez. Il y a de plus en plus d'hommes politiques et autres en Colombie qui osent avouer qu'ils sont pour l'extradition. Et pour lutter contre ça, Carlos et les autres, les tuent. Tu es journaliste et tu fais un papier en faveur de l'extradition? Bon, tu es mort. Tu es un juge qui bosse sur ça? Bon, tu es mort. Tu es le ministre de la Justice et tu veux faire passer cette loi? Pan, tu es mort. Et oui, ils ont vraiment tué le ministre de la Justice. Et c'est à cause de ça que la Colombie va enfin finir par autoriser l'extradition. L'immunité de Carlos en prend un coup. Et elle en reprend un coup 2 ans plus tard, en 83. En gros, un journaliste américain de la NBC révèle au grand jour l'ampleur de la corruption aux Bahamas. Les Bahaméens peuvent plus faire semblant de rien voir. Ils doivent se désolidariser de Carlos et ils doivent coopérer avec les États-Unis. Carlos est blacklisté. Il a plus le droit d'aller à Norman's Cay. Ses comptes bancaires sont gelés. Bref, en 24 heures, il passe de milliardaire à fauché. La police investit l'île, mais comme d'habitude, Carlos s'enfuit avant leur arrivée et retourne dans son pays natal, la Colombie. Il va se cacher dans la jungle pendant quelques temps, il aurait pu croiser d'ailleurs McAfee, ça aurait fait un feat assez incroyable, mais il a un nouveau plan de carrière, il veut vendre du crack. Il apprend pas trop de ses erreurs, Carlos. Avant de mener à bien ce nouveau projet, il doit quand même faire profil bas, et c'est le cartel de Pablo Escobar qui va l'aider, le cartel de Medellín, et qui va se charger de le planquer pendant quelques années. Après, Pablo Escobar, il a quand même envie de mettre des grandes baffes comme ça dans la tête de Carlos. Il a l'impression qu'il y a un lien entre ces petites interviews à la télé, ces petits trolls là avec les tracts dans le ciel qui disent Go Home DEA, et le fait que son cartel vient de perdre le point le plus stratégique pour importer de la drogue aux États-Unis. Mais alors comment cette histoire finit ? Et ça, c'est le plus marrant. En 1987, Carlos fait encore une dinguerie. Pablo Escobar organise une grande fête. Tous les gens du cartel sont conviés et c'est évidemment la débauche absolue. Et il décide de passer la nuit avec une meuf qui s'avère être la meuf d'un autre membre du cartel. Carton jaune, Carlos. Et il faut savoir que cet autre mec est aussi présent à la soirée. Carton rouge, Carlos. Le mec en question crame Carlos qui fait des trucs avec sa meuf et Carlos, dans l'embrouille, sort un flingue et tue le mec. Voilà. Du coup, que fait Pablo Escobar à votre avis? Il regarde Carlos et lui dit « Carlos, mon frère, tu as besoin de repos. T'es fatigué. Regarde ce que tu fais, ça va pas. On va te mettre un peu au vert, là, dans un ranch isolé, à la campagne, ça va te faire du bien. » En réalité, Pablo Escobar, il en a ras le cul de devoir rattraper les conneries de Carlos. Il prévient donc la police colombienne de la présence de Carlos dans un ranch au large de la Colombie. Et le 4 février 87, Carlos est arrêté par les policiers colombiens et extradé aux États-Unis. Il est jugé et les Américains rigolent pas du tout avec lui parce que c'est la première fois qu'ils ont un mec aussi haut placé d'un cartel entre les mains. Clairement, ils veulent lui mettre très cher. Carlos est accusé d'avoir fait rentrer plus de 80% de la cocaïne présente aux États-Unis entre 1978 et 1980. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il a révolutionné le truc. Bon, il est finalement condamné à perpétuité et au cas où, on sait jamais, il prend en plus de ça 135 ans ferme.
On sait jamais, mais souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Le plus fou, c'est qu'il est aujourd'hui encore vivant et en liberté. Et ben il a eu une chance énorme. Au moment de son arrestation, les US sont littéralement en guerre contre le dictateur du Panama, Manuel Noriega. Et devinez qui connaît tous les petits secrets de Noriega, genre ses liens avec les cartels colombiens? C'est Cacar, c'est Lolos, c'est Carlos. Il témoigne contre lui et réussit à faire sauter sa peine de perpétuité et à réduire ses 135 ans de ferme à 55 ans. Finalement, Carlos est sorti de prison l'année dernière, en 2020, après au final une trentaine d'années derrière les barreaux. Il a été transféré incognito en Allemagne sous un nouveau nom, sous une fausse identité. Il essaierait de mener une vie tranquille et sans accroc aujourd'hui, laissant loin derrière lui tous ces trucs de cartel et de drogue. Bref, c'est la fin de l'histoire de Carlos Leder que je trouve assez incroyable. Et surtout, je trouve ça fou que le mec aujourd'hui soit en totale liberté alors que c'est lui qui a littéralement révolutionné le trafic de drogue aux États-Unis. J'espère que ça vous a plu. Là je sens qu'on va tous re-regarder Narcos. Je le sens, qui est une excellente série, il faut bien le dire. Je me suis régalé à vous raconter ça et à découvrir tout ça sur ce mec dont j'ignorais quasiment l'existence. Dernière petite info, ce mec était un énorme fan de John Lennon, qui a finalement les valeurs inverses des cartels de l'époque. Il était tellement fan de lui qu'il avait fait construire une statue géante devant son hôtel de John Lennon, mais un John Lennon un peu revisité. J'ai rien à dire, c'est ok. Bref les squeezos, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. C'était peut-être un peu long, je sais pas, en tout cas j'ai kiffé. À bientôt, ciao.